J'ai le plaisir de recevoir Oscar Fressinger, que je pense et j'espère que d'aucuns connaissent. Vous avez déjà écrit, je pense, de nombreux livres. Oui, j'en suis environ à mon 20e ouvrage. Et c'est principalement des romans, des nouvelles. J'ai fait 2 comédies musicales, pièces de théâtre, etc. etc. Bon, avant de parler de votre aussi. dernier livre, évoquez très rapidement votre carrière. Vous étiez professeur de lettres. Oui, j'ai enseigné les lettres pendant une 30aine d'années dans un collège, un gymnase. C'est avant la maturité, c'est l'équivalent du baccalauréat, donc avant l'université. Et vous êtes frotté au monde politique. Et ensuite, j'ai fait 20 ans de politique, 12 ans au Parlement fédéral suisse et ensuite 4 ans au gouvernement valaisan où je dirigeais le ministère de la justice et police et puis de l'éducation. Et vous êtes un des responsables ou un des animateurs de l'UDC. Oui, que j'ai fondé dans mon canton, le Valais, et j'étais vice-président du Parti suisse pendant 9 ans. Donc oui, j'ai une carrière politique quand même assez chargée au front. Et peut-être que le public français me connaît par rapport à cette initiative contre la construction des minarets. Quels étaient vos rapports? Ah oui, la fameuse votation voilà. avec une affiche superbe. Vous avez remplacé les minarets des mosquées par des obus des armes de guerre. Disons qu'on a démontré que les minarets n'étaient pas neutres dans ce qu'ils symbolisaient, parce que c'est un peu comme les petits drapeaux qu'on met sur les cartes d'état-major pour marquer le territoire conquis. Donc c'était un peu ça l'idée. On a voulu donner un signal à l'islam, jusqu'ici, pas plus loin, on a mis une limite. Vous ne prendrez pas en otage l'espace public, vous pratiquerez la religion, disons, en privé, comme nous le faisons pour le christianisme ou pour d'autres religions, quoi. Et comment a été reçue cette votation? Je pense que vous avez dû avoir la coalition de tous les bien-pensants. Ah oui, ils ont interdit nos affiches, il y a eu une levée de boucliers, tous les partis étaient contre, mais nous avons triomphé finalement, 57,5% de la population et presque tous les cantons. C'est un des bienfaits de la démocratie directe. Oui, effectivement, si le peuple français disposait d'un instrument institutionnel pour émettre son veto tel qu'il existe en Suisse, eh bien, il n'y aurait pas besoin de faire de grève et de bloquer les TGV et tout ça, comme c'est le cas actuellement. Vous connaissez bien sûr la France. De quel parti vous sentez le plus proche? Ouais, c'est plutôt difficile à dire. Le conservatisme des valeurs avec un certain libéralisme économique, mais dans le cadre quand même de l'État-nation, dans le cadre d'abord de l'économie de la proximité. Donc en Suisse, par exemple, nous avons un tissu économique qui est constitué de passer 95% de petites et moyennes entreprises. Et c'est ça, à mon avis, la force d'un pays, parce que les petites entreprises sont flexibles, elles sont adaptables aux réalités du marché, etc. Et nous produisons des valeurs, des produits à haute valeur ajoutée, des niches de production, etc., qui permettent à l'excellence suisse de s'imposer. Et c'est solide, c'est durable, parce que c'est mobile, fluctuant, adaptable. Alors que les mastodontes de l'économie ont une tendance à s'imposer d'ailleurs par leur puissance financière aux États, à travailler d'ailleurs à la subversion de ces États, parce qu'il y a quelque part toujours une recherche de créer une sorte de gouvernance planétaire, mondiale, etc. Ce vieux rêve-là les anime, alors que des PME, des petites et moyennes entreprises n'auront jamais ces ambitions-là, ni le pouvoir de le faire, et sont proches des gens. Votre pays est en Europe, dans l'espace culturel, géographique, mais pas réellement intégré dans l'Europe de Maastricht. Alors, nous sommes européens, infiniment, nous sommes le cœur de l'Europe, mais nous ne sommes pas membres de l'Union européenne. Et je distingue très fortement l'Union européenne, qui est, à mon avis, un peu l'incarnation de ce que le philosophe Heidegger décrivait comme étant le Gestell, une sorte de vue de l'esprit, de naissance par la tête, une sorte de structure artificielle imposée du haut sur les faits et les réalités, et qui finalement est quelque part toujours hors sol. C'est toujours quelque chose qui trahit l'humain, qui amène à une déshumanisation. Et ce qu'il faut absolument éviter, ça a été les totalitarismes du passé, comme le nazisme et le communisme, pratiquent exactement ça. On va bientôt venir à votre roman.
Oui. où vous évoquez, la scène se passe dans la défunte URSS, et on pourrait dire que ce jeu d'échecs que vous nous présentez, ces deux personnages, c'est presque le miroir inversé de la situation actuelle. Alors d'abord, évoquez le titre de votre nouveau livre. Il s'appelle Cendre rouge, parce que la révolution, c'est le feu, c'est la couleur rouge. D'ailleurs, à la base du roman, il y a une partie d'échecs. C'est un peu l'axe ou la colonne vertébrale du roman. Entre deux adversaires, c'est pour celui qui est l'interrogateur de la Tchéka, donc le communiste, le symbole même, le summum de la décadence bourgeoise, le dualisme, le bien contre le mal, le noir contre le blanc, etc., etc. Et lui veut transcender ça. À la base il y a toujours la philosophie de Hegel qui parle de thèse, antithèse, synthèse. Et la synthèse, ce serait évidemment la couleur rouge du communisme. Mais c'est aussi le sang, n'est-ce pas, la couleur rouge. Automatiquement, si vous voulez créer l'égalité, vous êtes obligé de limiter la liberté des gens Et de couper des têtes. Donc ça, c'est la garantie. Alors, dans ce jeu-là, finalement, il y a cette partie d'échecs qui se déroule, et elle est reflétée en même temps par 5 lignes narratives qui mènent également au même point. Donc le joueur d'échecs, qui est Gagarine, il part de Moscou et il fait un voyage jusqu'à Irkoutsk pour connaître l'inconnu contre lequel il joue une partie. Et à chaque étape de son voyage, il fait un coup. Et les chapitres du roman sont construits comme une partie d'échecs. Donc au début, on ne comprend pas très bien comment ces 5 lignes narratives sont liées entre elles. Et vers la fin, tout ça converge vers un point où c'est finalement échec et mat. Qu'est-ce que vous voulez montrer au fond que, même si les scènes de votre roman se passent dans l'Union soviétique, on a presque l'impression, on change certains mots, que c'est une description de la réalité d'aujourd'hui. Il y a les germes de ce qui se passe aujourd'hui dans cette histoire historique. Ça, c'est certain. Donc, vous avez les cendres rouges. Donc, la révolution, c'est le mouvement, c'est la révolution permanente, c'est le mouvement. Et dès que ce mouvement s'arrête, c'est la mort qui s'impose, c'est figé. Donc, le rouge devient cendre. Mais le rouge reste dans la cendre pour montrer que finalement le virus n'est pas mort. Et ce virus a été exporté. Il a été exporté d'abord dans les années 70-80 par l'UNESCO, où les pays du bloc communiste avaient la majorité, avec certains pays du tiers-monde. Donc on a exporté certaines théories de l'éducation totalement pernicieuses qui ont détruit les systèmes scolaires en Occident. Et ensuite, ce cancer a muté. Comme toujours, les virus mutent, ça a muté. Et actuellement, c'est habillé de vert. Donc, on lui met l'habit de l'écologisme, mais là derrière, il y a de nouveau cette tendance à globaliser la pensée, les consciences, et à créer une sorte de nomade planétaire qui serait le citoyen de l'avenir qu'on parvient à déplacer, manipuler librement. Un citoyen du monde, oui, désenraciné. Oui, exactement. Et on peut voir que un homme sans racines, au fond, est une feuille morte en automne. L'universalisme communiste, la Trotsky, a gagné aujourd'hui. Parce qu'il y a d'une certaine manière. Oui, d'une certaine manière, parce qu'il y a une alliance de fait, une convergence entre différents intérêts globaux. Vous avez l'internationalisme islamique, vous avez l'internationalisme financier, économique, donc c'est les grands trusts, etc. Vous avez l'internationalisme socialiste. Vous avez ces différents groupes qui tous, quelque part, ont un intérêt commun, c'est de détruire les États. Détruire les États-nations, détruire l'enracinement des citoyens, les cultures et donc la diversité. Or, pour avoir la liberté, la condition première, il faut avoir une diversité pour avoir un choix. Pour avoir la liberté, il faut avoir un choix. Si vous voulez avoir un choix, il faut avoir une diversité. Pour avoir une diversité, il vous faut avoir des identités différentes. Pour avoir des identités différentes, il vous faut des frontières. De là, mon axiome fondamental, sans frontières, pas de liberté. Et ce qu'on veut nous faire croire, c'est exactement l'inverse, c'est que la frontière empêche la liberté. Ce n'est pas vrai. Et ce qui est amusant, on peut penser à un personnage dont on parle trop,
dans ses sermons, dans ses discours, son thème c'est « il faut construire des ponts entre les pays, entre les cultures ». Oui. Mais si on regarde sur le plan historique, la construction de ponts amène toujours la guerre. Je veux bien, mais d'un autre côté, on peut aussi réfléchir de la manière suivante. S'il faut un pont, c'est qu'il y a un obstacle, ça veut dire une frontière, une limite. Donc oui, pour les ponts, moi je veux bien, mais savoir où on construit le pont, et puis si ce pont est gardé ou pas, et quelles sont les conditions pour passer le pont. Le problème, c'est que l'immigration, ou disons le déplacement de gens en soi, n'est pas un mal. Ce qui est néfaste, c'est lorsque ça se fait sans les moindres règles, comme Madame Merkel qui ouvre les frontières allemandes et qui dit « Wir schaffen das », et puis qui fait rentrer 1,5 million d'individus sans avoir le moindre plan d'intégration. Ça, c'est irresponsable. Ça, j'appelle plus ça une politique migratoire intelligente. Alors, on a vu les suites. Ensuite, ça crée des violences dans la rue, ça crée des problèmes énormes dans les hôpitaux, ça crée des problèmes sociaux. C'est une charge incroyable pour les finances de l'État. Donc, la facture, ensuite, est élevée. Revenons à votre livre, qui est une fiction. Oui. On pourrait le ranger avec certains romans, je pensais à Volkov, ou à certains romans de gens qui ont connu la tyrannie bolchevique ou communiste, par exemple Virgile Georgiou, Oria Decima et bien d'autres. Quel est le message que vous voulez transmettre? Parce que celui qui lit votre roman, il est obligé de faire des coups d'œil avec notre belle aujourd'hui. Alors, le premier message, c'est que dès le moment où une idéologie ou un littéralisme quelconque prime sur l'esprit, vous allez automatiquement vers la déshumanisation. Donc, il y a toujours d'abord, parce que vous avez la lettre et l'esprit. Une idéologie, c'est la lettre. Le discours, c'est la lettre. Le Coran, la Bible, c'est égal. Vous pouvez tout prendre à la lettre. Et dès le moment où vous êtes un littéraliste, etc., un dogmatique, vous allez automatiquement déshumaniser vos rapports avec le monde, avec les êtres humains. Donc il faut toujours d'abord l'esprit. L'esprit est prépondérant. La lettre n'en est que le serviteur. Il ne faut pas que la lettre se superpose à l'esprit. Ça, c'est le premier message qui est essentiel. Je suis un mystique, fondamentalement. Et j'y crois. Et je m'aperçois que si, dans les religions diverses de ce monde, les mystiques l'avaient emporté sur les dogmatiques, nous n'aurions pas eu de guerre de religion. Parce que les mystiques, entre eux, se comprennent puisqu'il y a cette autre présence transcendante d'un monde derrière et au-delà du monde. C'est ça, ça change quand même les rapports entre les individus. Oui, enfin, vous modérez. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une convergence entre tous les mystiques. Si ce sont de vrais mystiques, oui. Oui, écoutez, on ne peut pas, et c'est indiscutable, que vous pouvez trouver des vrais mystiques chez les soufis. Bah oui, par exemple. Mais est-ce que je vais dialoguer avec eux ? Non, mais le dialogue ne se fait plus nécessairement au niveau d'une doctrine ou de mots. Je veux dire, qu'est-ce qui nous relie ? Qu'est-ce qui nous relie entre êtres humains ? Quelle que soit notre éducation, notre culture, c'est la souffrance que nous connaissons tous durant la vie. Nous connaissons tous la maladie, la vieillesse, la mort, etc. Ça nous pend tous au nez. Et cette destinée humaine commune, quelque part, nous rapproche infiniment. Et c'est là où nous devons être proches de n'importe qui. C'est l'humaine condition, comme disait Montaigne. Et qu'est-ce qui nous sépare ? Les formes, les modes, les formes, les dogmes. C'est non, je ne dirais pas les dogmes. Ce qui peut-être a été la faiblesse de l'Occident, latin, et on voit ça à la fin du Moyen-Âge, c'est que le rituel l'emporte sur l'esprit, sur la mystique. Malheureusement, les jésuites sont arrivés et la liturgie est considérée comme un exercice ascétique et non plus comme un culte gratuit, comme un l'encens qui s'élève vers Dieu. Donc on voit très bien qu'il y a deux sensibilités ou deux perspectives qui s'opposent radicalement. Mais on a ça actuellement, je transpose maintenant ce principe dans le monde moderne, où la forme
a pris l'ascendant sur le contenu. Je prends le moindre débat télévisuel, et Dieu sait, j'en suis un spécialiste, j'en ai fait passer un millier, je ne sais pas combien, où vous avez la cravate, la couleur de la cravate que vous allez porter est plus importante que tout le discours que vous allez pouvoir produire. Ce que vous dites, le contenu finalement n'a peu d'importance, c'est la manière dont vous allez le dire, c'est les effets de manche, c'est uniquement le règne de l'image qui écrase le fond du discours. Et c'est dramatique. C'est le son, la musique, plus que la chanson, que le texte. Donc, alors, dès lors, il n'est pas étonnant que de plus en plus nous retrouvons dans des postes de commandement, de direction des polichinelles. Parce que, bah oui, le polichinelle, il sait mener le cirque, il sait mener le bal. Et c'est ça qui est dramatique alors, dans l'évolution des temps modernes. Qu'est-ce qui est important pour le combat de demain? C'est un combat métapolitique. Je crois que, je pense que la victoire ne pourra s'acquérir que dans le cœur des êtres humains et non plus par des moyens extérieurs. C'est-à-dire ce qu'il nous faut gagner, c'est l'esprit et l'âme des gens et qui s'est perdu parce qu'on est dans un monde déshumanisé, presque inanimé si j'ose dire. Le mouvement extérieur, vous savez, le hamster qui tourne dans sa roue et qui croit avancer mais qui tourne dans le vide, a pris le dessus sur la profondeur, la réflexion intérieure, tout ce monde qui demande de la patience, qui demande du temps qui nous demande de nous confronter nous-mêmes à ce que nous sommes et à notre destinée qui est dramatique, parce que la destinée, elle finit par la mort, c'est un fait. Donc il faut intégrer quand même ça dans la vision qu'on a de sa vie. Or, qu'est-ce qu'on fait? On compartimente tout ce qui ne convient pas, on met dans des cases à côté et on l'évacue. La maladie, les malades, dans une catégorie. La mort, dans une autre catégorie. On ne veut pas avoir affaire à tout ça. Donc, on est dans un monde aseptisé, où il y a ce dictat de la jouissance absolue, des impulsions fortes qui se suivent les unes les autres. Donc, et là-dedans, l'être humain se perd complètement lui-même. À la fois, c'est le refus du bien commun, c'est les désirs individuels source de droit. Donc, c'est la destruction de toute société. Oui. Mais ce qui est étonnant, c'est que cet individualisme exacerbé a été à un certain moment introduit en opposition avec un collectivisme tout aussi forcené. Mais le problème, c'est que c'est devenu un tel dictat actuellement que c'est devenu à son tour un collectivisme. Parce que vous avez l'obligation de jouir, l'obligation de consommer. Si vous ne le faites pas, si vous ne participez pas à la grande esbrouffe, vous êtes un exclu. Vous êtes sanctionné dans ce système. Donc, c'est le serpent qui se bouffe la queue. Bonsoir. Un dernier mot sur votre roman, pour vous donner envie à nos auditeurs de le trouver. Alors, ils le trouveront, ils peuvent le commander par Internet ou par correspondance, entre autres à la librairie française à Paris, dans le 15e. Ouais, la librairie Duquesne, la librairie française, il y a la librairie du Globe, etc. Vendent le livre. Et aussi, c'est les éditions Apopsis, donc, où on peut commander cela par Internet. Je dirais que si quelqu'un veut lire un livre qui, en même temps, est haletant, parce que j'ai essayé de lui donner les caractéristiques du thriller, oui, du roman. Voilà, et qui en même temps est un roman épique, qui ose aller dans les domaines de l'histoire, de la psychologie, de la philosophie politique aussi, donc où c'est, un enrichissement spirituel et humain, tout en se divertissant. Alors je crois que c'est le roman idéal. J'essaye de faire les deux, parce que j'ai toujours eu... j'étais prof très longtemps et j'ai compris une chose. Un roman total. Oui, un prof qui veut fasciner ses élèves doit être fascinant lui-même, doit être intéressant. Vous pouvez avoir le meilleur des messages. Si vous n'arrivez pas à lui donner de la saveur, eh bien malheureusement, toute la richesse de votre contenu se perdra. Et d'autant plus dans le monde dans lequel nous vivons. Alors il est quand même peut-être possible de lier les deux, un côté divertissant, mais avec de la profondeur, avec de la substance. Voilà ce que j'ai essayé de faire avec ce roman. Les premiers échos que j'ai me démontrent que ça semble plutôt réussi dans ce sens. Donc vous évoquez dans ce roman des scènes qui se passent en Union soviétique. Oui. Mais la plupart de nos contemporains ne connaissent plus cette époque-là.
Et pourtant, c'est pas vieux. Oui, mais c'est quelque chose qui a été éludé. Alors, on nous sert le nazisme à tous les bouts de champ. Alors là, c'est le mal absolu. Mais que ce mal a connu finalement un petit frère ou un grand frère, parce que le nombre de victimes est quand même infiniment supérieur, avec le communisme russe, chinois, Pol Pot au Cambodge, etc. Ça, on élude. Pourquoi ? Parce que la gauche intellectuelle qui a pris en otage finalement le monde des lettres, le monde de universitaire, etc., élude ce chapitre parce qu'il est terriblement gênant pour eux. Je vais poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas une complicité entre la contre-culture américaine et l'idéologie marxiste? Ou en d'autres termes, est-ce que les néoconservateurs américains ne sont pas les dignes héritiers des trotskistes? Dans leur démarche, le Deep State, effectivement, il va dans ce sens. Je pense qu'il y a quand même des points de convergence, même si le Deep State, lui, sera plutôt capitaliste, mais à un certain moment, je veux dire que les deux se ressemblent énormément. Et c'est ce que George Orwell, je crois, était le premier à constater, c'est que l'extrême droite et l'extrême gauche, à un certain moment, se rencontrent. Donc on pourrait dire, au fond, que votre livre est une suite d'Orwell. Oui, alors ce qui est intéressant, alors ça c'est peut-être le point intéressant à constater sur la fin de notre entretien, c'est que le monde dans lequel vit cet interrogateur de la Tchéka est effectivement le monde de George Orwell. C'est le totalitarisme le plus dur. Et que lui refuse la violence physique quand il interroge ses victimes dans la prison parce qu'il estime qu'il faut arriver à une autre forme de totalitarisme, d'où celui-là, qui ressemble plus à Brave New World de Aldous Huxley. Et donc, qui est exactement ce qui nous pend au nez actuellement, c'est-à-dire le labyrinthe universel, invisible, et le contrôle des individus. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Donc on pourrait dire que les miradors ont été remplacés par les chaînes de télévision? On peut effectivement le dire ainsi. On est passé de la prison au labyrinthe. Le labyrinthe est plus efficace que la prison, parce que dans la prison, l'être humain se sent limité, prisonnier, il va donc essayer à tout prix de faire tomber les murs. Il va essayer de s'échapper. Et aucun mur n'est assez solide pour résister au désir de liberté de l'être humain sur la durée. Par contre, le labyrinthe a ça d'avantageux, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait le plan. Mais il donne l'illusion à celui qui se promène dans le labyrinthe d'être libre puisqu'il peut faire des choix. Je vais tout droit, je vais à gauche, je vais à droite. Et ensuite, si on décore bien le labyrinthe avec des pains et des jeux, évidemment que finalement, on s'y sent assez bien, on ne va même plus essayer de chercher une issue qui n'existe au fond même pas. Il faudrait une nouvelle Ariane pour nous libérer. Qui va nous donner ce fil d'Ariane? Voilà la grande question qui nous pend au nez pour les années à venir. Chers auditeurs, je vous invite avec chaleur à acquérir ce livre qui peut être, disons, une source de réflexion et qui complète d'autres livres, disons, plus didactiques de géopolitique, sur la désinformation, la manipulation, parce que les problèmes de manipulation, vous l'évoquez aussi, mais d'une manière romanesque. Exactement, donc voilà. C'est exact. C'est le pendant des essais, mais il y a des gens qui peut-être se trouvent dépassés par les essais ou n'ont pas trop envie à lire des textes trop théoriques et qui privilégieront à ce moment-là. Alors, cher ami, j'espère que l'univers romanesque. On aura le plaisir tous les mois de vous entendre. Eh bien d'accord, merci. Avec une grande liberté. Éventuellement. Avec une grande liberté. Merci. Voilà. À bientôt. Merci.